Bonjour Alex. Bonjour Ralph. Comment ça va? Pour un vendredi, ça va très bien, toi? Oui, oui, très bien. C'est un vendredi bien mérité cette semaine, je vais te dire ça. Et là, En tout cas, la semaine était assez bonne, productive. oui. Qu'est-ce qu'on a préparé aujourd'hui pour... On a un invité spécial d'un organisme à but non lucratif qui s'appelle Scientifique à l'école. Et puis, elle va venir nous parler du service et comment les profs peuvent se prévaloir de ce service-là ou les directions d'école. Puis après ça, bon, on aura des petites astuces techniques là, aussi. Donc, sans plus tarder, voici l'entrevue avec Gail de Scientifique à l'école. Mon invité aujourd'hui, Gail Sterling-Wiley, qui vient de Scientifique à l'école. Bonjour, Gail. Bonjour. Scientifique à l'école, veux-tu juste expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est? On est un organisme de bienfaisance qui travaille depuis 31 ans à donner les ateliers scientifiques en salle de classe. Avec le nouveau monde, on donne maintenant les ateliers virtuels pour les élèves de la maternelle à la 10e année. Est-ce que ça peut être aussi interactif quand c'est en ligne qu'en personne? Absolument. Oui. On le fait en direct. Alors, c'est exactement comme on fait maintenant. Oui. Le présentateur peut parler aux élèves directement, peut poser des questions, répondre à leurs questions. On peut encore travailler ensemble. Comme tu vois ici, on envoie un sac de matériel pour chaque élève à l'école à l'avance de l'atelier. Alors, les élèves ont leur propre matériel pour travailler à leur pupitre en même temps que le présentateur. Ils font les expériences ensemble. Ils expérimentent ça le plus que possible, comme si on était là. Wow. Ah non, c'est une excellente idée, là. J'aime ça, l'idée de matériel, parce que ça, c'est quelque chose que, tu sais, il y a des élèves que, juste en regardant ou en écoutant, ils vont tout absorber, ils vont bien comprendre. Mais il y a des élèves qui ont besoin, des fois, de toucher, de manipuler pour que ça reste, tu sais, comme ils vont s'en souvenir après de l'avoir fait. Alors, je trouve que c'est vraiment excellent comme approche. Les personnes qui donnent les présentations, est-ce que c'est des personnes de ton organisme? Est-ce que c'est des personnes de l'extérieur? Comment est-ce que ça fonctionne, ça? Les présentateurs viennent de notre organisme. Ils sont des francophones ou des personnes bilingues pour les ateliers français. Mm-hmm. La majorité sont soit des scientifiques, des technologues, des ingénieurs, parfois les enseignants eux-mêmes, qui savent vraiment comment travailler avec les élèves. Donne-moi quelques exemples de choses que tu pourrais faire. Disons, avec les très, très jeunes, là, si tu sais, comme première année, deuxième année, quelles sortes de choses est-ce que vous pouvez faire avec un groupe de stage-là? Personnellement, je présente un atelier qui s'appelle Structure, matière et plus encore. Mm-hmm. Alors, ce qu'on fait, une activité qu'ils aiment vraiment, on les envoie un petit sac de blocs, de pinces, différents matériaux pour construire. Mm-hmm. Je leur montre un petit ami qui est un petit animal. Et je leur donne le défi, parce qu'ils ont aussi un petit animal dans leur sac, le défi de construire quelque chose qui va laisser leur animal venir visiter mon animal sur sa ferme, sauf que la ferme est entourée de l'eau. Et on ne veut pas que l'animal se mouille les pattes. Alors, les élèves doivent construire un pont. On n'utilise pas le mot pont, mais c'est une structure qui va laisser l'animal passer la rivière pour venir sur. Ils aiment vraiment ça. Non, c'est super le fun. Puis, j'aime ça que c'est pas trop prescriptif. Comme tu dis, tu mentionnes même pas le mot pont. Là, c'est vraiment, c'est une structure, puis vous allez le faire comme, tu sais, avec votre propre imagination et tout ça, là, parce que la science, c'est de la découverte, justement, et c'est de l'essai-erreur. Essai-erreur, c'est la base de la méthode scientifique. Oui. Et je dis souvent ça aux élèves. Si ça ne fonctionne pas la première fois, essayez encore. C'est ce que les vrais scientifiques font. On essaie encore et encore. Exactement. Exactement. Puis, même quand ça fonctionne, il faut être capable de le reproduire. Puis ça aussi, oui. On ne fait jamais une expérience seulement une fois. On le refaire en maintes reprises. Exactement. Parce que, tu sais, des fois, ça fonctionne par accident. Excellent. Alors, vous êtes combien sur ton équipe là, qui travaille à faire ce travail-là? L'équipe française est assez petite encore. On a 6-7 personnes. Wow. Et chaque personne présente 2-3 ateliers. On a 12 ateliers en tout en français à ce moment. On espère ajouter une couple d'autres avant la fin de l'année. Normalement, qui ferait les arrangements pour un atelier? Est-ce que le prof peut le faire lui-même ou elle-même, ou est-ce que ça doit passer par la direction de l'école? Comment ça marche, ça? C'est les profs. On peut cliquer sur « Réserver un atelier ».
Et ensuite, ça crée un compte. C'est ça que les enseignants font. Compte gratuit? Oui, absolument gratuit. OK. Quand ils ont créé leur compte, on va leur envoyer un code de passe qu'ils vont utiliser pour finaliser le compte. Une fois que le compte est complet, ils peuvent réserver leurs ateliers, vérifier leurs réservations. Ils peuvent aussi communiquer avec les présentateurs. C'est les présentateurs et les enseignants ensemble qui vont décider les dates et les heures des ateliers. Ça doit être plus facile quand c'est virtuel, hein, parce qu'avant, il fallait vous déplacer à une école, puis faire les arrangements pour le transport, l'hébergement. Maintenant, c'est comme, tu peux aller à 3 écoles dans la même journée, puis absolument, oui. Même pas être essoufflé. Mon sous-sol est plein de boîtes que j'apportais à l'ancien temps à chaque école. Mais maintenant, comme tu dis, je peux visiter une école à Toronto, à Ottawa, à Windsor dans la même journée. Ouais. Non, c'est fantastique. Alors, vraiment, la seule contrainte, c'est que tu as besoin d'un petit peu de temps de préparation pour envoyer le matériel pour que ça se rende à l'école et puis que, tu sais que tout est en place et tout est prêt. Mais à part ça, vraiment, c'est très rapide ce que vous faites. Très rapide. On demande un préavis d'au moins 3 semaines. Juste comme tu dis, on a besoin de temps pour emballer et livrer le matériel. Et parfois, aussi, les écoles veulent que le matériel reste sans toucher, sans que personne ne touche pendant un bout de temps, à cause de la situation actuelle. Oui, exactement. Alors, un préavis de 3 semaines. Okay. Est-ce qu'il y a des questions que je t'ai pas posées, que tu aimerais? On est capable de travailler avec les étudiants qui sont en classe, les classes qui sont à l'école. Oui. On est aussi capable de travailler avec les classes virtuelles où tout le monde se trouve à la maison. Mais comme je dis, on est un organisme de bienfaisance. Alors, chaque atelier coûte $220. Ça, c'est tout, c'est complet. Et ce coût est déjà subventionné par les dons qu'on reçoit des donateurs. $220, c'est tout. Oui. Comme le reste, c'est tout. Le matériel, la présentation et la livraison. Excellent. Ben, merci beaucoup, Gail. C'est des renseignements qui sont bons à avoir, surtout dans ces temps-ci, là, parce que, tu sais, les profs, les élèves, ils cherchent des expériences qui sont un petit peu différentes. Il y a pas de voyage, il n'y a pas de, tu sais, d'excursion pour aller voir, tu sais, le centre des sciences ou peu importe, là. Puis, plus de choses qu'on peut apporter à la classe au lieu de la classe qui doit aller à quelque part le mieux que c'est. Le prof pourrait enseigner exactement la même chose que qu'est-ce que vous faites. Mais quand le message vient de vous, on dirait que c'est comme c'est spécial puis ils s'en souviennent plus parce que là, ça devient une expérience. C'est pas comme une journée ordinaire puis ils apprécient beaucoup ça. Là. Je vais aussi mentionner que les élèves vont garder le matériel après l'atelier. OK. Donc, souvent, les profs me disent qu'ils l'utilisent encore en salle de classe ou parfois ils l'envoient à la maison pour les élèves explorer avec leur famille à la maison. Ah, c'est fantastique. On ne peut pas demander mieux que ça, en tout cas. Merci, Gail. Merci beaucoup. Merci. Ouais. Donc, ce service-là, c'est de la maternelle jusqu'à la 8e année. Mais Alex, toi, tu connais un service qui est semblable, mais pour le secondaire. Veux-tu en parler un petit peu? Oui, ne pensez pas qu'on a oublié, qu'on a délaissé nos élèves du secondaire. Non. Donc, on a un service semblable. Donc, sur votre écran, vous voyez le site e2adventures.com. C'est une compagnie québécoise qui offre des visites virtuelles à peu près pour tout le monde. Je vous laisse découvrir le site parce que là, il y a une panoplie d'activités. Comme j'ai dit, 7 à 12, ça coûte $10 par élève, mais ce qui est bon, c'est que ces activités-là sont gratuites pour nos élèves des MHS. Donc, c'est tous payé les élèves par le conseil dans ce cas-là, tu veux dire? Oui, c'est le conseil qui va payer les frais de nos élèves MHS, tandis que si les classes sont intéressées, je vous invite à découvrir ce site-là qui est aussi très intéressant. Wow, merci beaucoup. Hey, ça, c'est des bonnes informations. Donc là, on a une option élémentaire, une option secondaire. Oui, c'est ce qu'on veut toujours. Il y a 2 choses que je voulais discuter cette semaine parce que c'est des choses qui sont relativement nouvelles et puis que c'est peut-être pas connu. La première, c'est la qualité du son dans les réunions Teams. Ça fait un bout de temps que Teams met à l'essai un système pour la suppression du bruit. Alors, ça utilise une technologie de reconnaissance vocale pour enlever tout le bruit qui n'est pas là
parole. Alors, s'il y a des bruits de fond, s'il y a n'importe quoi, des tondeuses dehors et tout ça, ça devrait filtrer ces choses-là. Mais c'est automatique, mais on peut le contrôler aussi. Je veux montrer que ici, dans les paramètres, il y a vraiment un réglage qu'on peut faire pour cette fonctionnalité-là. Alors, je clique là et je clique sur périphérique ici et c'est ça le menu pour suppression de bruit. Par défaut, c'est automatique. Il va supprimer automatiquement tout ce qui n'est pas parole. Le problème avec ça, c'est que des fois, il y a des sons dans notre parole qui peuvent ressembler à des bruits de fond. Si je dis « chut », par exemple, ça va filtrer ça parce qu'il pense que c'est un bruit de l'extérieur, c'est pas vraiment ma voix que j'utilise. Et l'autre chose, c'est que ça peut couper un petit peu parce que si tu ne parles pas assez fort, il va y avoir comme un décalage parce que le microphone va filtrer et doit arrêter soudainement de filtrer parce que tu commences à parler. Donc, quand c'est pas automatique, ce qu'on peut faire, si tu es dans un environnement qui est assez tranquille, tu peux juste le mettre à faible ou même le fermer, le désactiver complètement. Si tu es dans un endroit qui est très bruyant, avec ventilation et les élèves qui passent dans le couloir et tout, tu peux le mettre sur élevé et à ce moment-là, il va filtrer beaucoup plus. Mais mise en garde pour être bien compris, il va falloir que tu parles plus fort. Parce que sinon, il va même filtrer ta voix qui se perd un petit peu dans tous les bruits de l'ambiance. Là, tu sais. Ouais, ça va être intéressant à voir parce que là, je pense à nos classes hybrides de l'école secondaire. Comment est-ce que le système va réagir aux voix des élèves? Puis, autre point, je sais pas, on devrait le mettre à l'épreuve nous autres aussi parce que là, ce serait le fun de savoir si ma fille qui a 2 ans, qui crie ou qui joue en arrière, est-ce que le système est capable de couper ces bruits-là à suivre? Mais c'est un bel ajout parce que là, avec le beau temps qui s'installe, on va ouvrir plus souvent les fenêtres. Puis... Oh, j'espère. Oui. J'espère pouvoir ouvrir les fenêtres plus souvent. Puis le deuxième point que tu nous as préparé était... Souviens-tu, à un moment donné, on avait fait une présentation sur comment les devoirs fonctionnent et puis à un moment donné, on avait aussi parlé de la grille qui s'appelle un barème dans l'outil de devoir. Et on peut faire nos propres grilles personnalisées avec niveau 1, 2, 3, 4. On peut mettre les descripteurs qu'on veut et tout ça. Ce que j'ai découvert, c'était probablement déjà là, mais soit que je ne l'ai pas remarqué ou que je l'ai remarqué et j'ai oublié. Mais ces barèmes-là, on peut les enregistrer, les télécharger comme un fichier CSV qui ressemble un petit peu à un fichier Excel et on peut les envoyer à quelqu'un d'autre. L'autre personne peut prendre notre grille, notre barème, et peut l'importer dans les devoirs de Teams pour lui-même ou pour elle-même. Alors, si j'ai 2 ou 3 profs de français au secondaire qui enseignent dans le même département, moi je fais une grille pour la présentation orale, toi tu vas faire une grille pour je sais pas, le texte d'opinion, et puis là on peut se partager ces grilles-là, puis c'est pas la peine de tout faire nous-mêmes, ni d'avoir à retaper chaque grille de l'autre personne parce qu'il n'y a pas une façon facile de l'importer. Alors, c'est ici la fonction. Alors, quand j'ouvre ma grille, j'ai le choix ici de pouvoir le télécharger comme fichier CSV. Pour l'autre personne qui reçoit maintenant ce fichier-là, ils peuvent ouvrir ici dans l'outil pour créer des grilles, créer des barèmes et peut téléverser ou importer le fichier que je viens de lui envoyer. Et puis, toutes les données sont identiques maintenant à la grille originale et comme très peu de travail. Puis, j'aime l'idée aussi de se partager ces choses-là parce que c'est beaucoup de travail. C'est des choses qui sont réutilisables. Si c'est une présentation orale, c'est une présentation orale. Qu'on en fasse 2 ou 3 dans la même année, j'utilise plus ou moins les mêmes critères. On peut toujours les peaufiner un petit peu, mais c'est pourquoi réinventer toutes ces choses-là? Tous les changements vont s'y retrouver par défaut aussi, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Ben, ça y est, une autre semaine, une autre émission de fête. Hein? Le temps passe vite, vraiment vite.
Oui, on se retrouve la semaine prochaine, même endroit, à la même heure, et avec d'autres idées pour l'enseignement en personne, à distance, hybride, avec vos questions et des réponses. Alors, bonne fin de semaine, Alex, puis on se revoit à la prochaine. À la prochaine. Salut tout le monde.